suis dans tout ce qui est aménagement intérieur, métier du second œuvre, Placo, qui est vraiment ma spécialité. Plaquivar, c'est d'abord une structure qui est en France. En fait, on a Plaquivar France, Okay. on a Plaquivar Côte d'Ivoire. Vous allez nous parler de l'importance des secondes œuvres, surtout du placo. Le second œuvre, souvent, sont en réalité le cœur de la qualité sur des bâtiments. Alors que la structure donne la solidité, mais le second œuvre apporte le confort, l'esthétique et la fonctionnalité au quotidien. Le placo est vraiment un élément majeur du second œuvre. Ça a un gros impact sur votre coût d'électricité aussi. Si c'est une pièce qui est climatisée, par exemple, qui va maintenir aussi cette fraîcheur et à un moment donné, vous pouvez éteindre la climatisation et vraiment maintenir votre consommation d'électricité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu. Donc, l'objectif, c'est d'échanger durant ce podcast Rester Africa dans l'optique de pouvoir discuter un peu de votre activité, de ce que vous faites. Notre but dans ce podcast, c'est de pouvoir en fait donner un peu la parole aux professionnels africains, donc des prestataires qui réalisent des projets sur le continent, dans l'optique de pouvoir montrer qu'il y a bien des gens qui sont au pays, qui font des choses et qui marchent. Et également pouvoir les donner la lumière pour qu'ils soient visibles et qu'ils soient accessibles. De la même manière, pour les personnes qui sont dans la diaspora, qui veulent réaliser des projets, mais le plus souvent, quand on est en distance, c'est très compliqué. L'objectif, c'est d'être vraiment un pont de connexion entre ces deux. Durant ce podcast, nous allons parler un peu de votre parcours, de votre vision que vous avez par rapport à votre structure, par rapport à l'Afrique en général, et ensuite des chantiers que vous avez déjà réalisés, ceux qui ont réussi, qu'est-ce que vous en tirez. On sait que vous êtes beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est lié au placo, donc vous allez nous en parler plus, c'est que c'est, qu'est-ce que ça implique, pourquoi ça change le fait d'utiliser des placos par rapport à d'autres structures. Également, vous faites beaucoup de formations, soit ici ou liées au pays. Donc, vous faites un échange qui est très important. Donc, vous allez nous en parler un peu. Également, les défis liés à ça, les défis sur le terrain, les défis pour la fin. On sait que vous êtes labellisé aussi Général Artisan en France ici. Donc, vous allez un peu nous parler de ce que c'est que ce label, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change, le fait d'être labellisé, qu'est-ce que ça impacte et pourquoi vous conseillerez peut-être d'autres structures de vouloir se labelliser. Et ensuite, vers la fin, vous nous parlez un peu des conseils que vous pourriez donner à des personnes qui veulent faire comme vous, soit se lancer dans le placo, dans le bâtiment en général, dans les secondes œuvres, ou quelqu'un qui est dans la diaspora qui aime réaliser des projets, vous qui faites un peu le tour des deux, donc donner des conseils pratiques qui permettraient à une personne d'avoir un projet qui est abouti et également de ne pas tomber dans certains pièges avec votre retour d'expérience. Bon, déjà, à l'état civil, c'est Gadieng Zakaria. Je suis d'origine ivoirienne sénégalaise. Je suis né en Côte d'Ivoire et donc j'ai fait une majeure partie de ma vie ici en France. J'étais styliste designer conseiller en image, donc qui à un moment de ma vie, donc j'aimais beaucoup le bâtiment et que il y avait pas mal de personnes de ma famille qui étaient dans le bâtiment. Donc j'avais vraiment envie de rejoindre ce point-là. Donc j'ai essayé de trouver un truc qui pouvait concorder avec ma passion, qui était de base styliste designer. Et donc du coup, je me suis lancé un peu dans tout ce qui est aménagement intérieur, dans ce qui m'a mené vraiment au métier du second œuvre, le placo, voilà, qui est vraiment ma spécialité. D'accord, ok. Du coup, pourquoi vous avez décidé de créer cette structure Plaquivar? C'est suite à un déclic En fait, Plaquivar, qu'est-ce qui m'a poussé réellement à créer Plaquivar? Plaquivar est né en fait d'un double constat. D'un côté, la Côte d'Ivoire connaît une forte croissance dans le secteur immobilier et des infrastructures, et de l'autre, il manquait vraiment une offre structurée et spécialisé dans le second œuvre, notamment le plâtrerie, cloison et faux plafond, etc., carrelage et tout. Avec Plaquivar, mon objectif était clair. C'était vraiment d'apporter une expertise de qualité inspirée des standards européens, adaptée aux réalités locales. Donc, c'est là vraiment que Plaquivar est... Ok, d'accord. Parce que le Plaquivar, c'est d'abord une structure qui est en France. En France, exactement. Ensuite, vous avez c'est une succursale, c'est une filiale ou c'est une autre structure qui est en Côte d'Ivoire? C'est une autre structure. En fait, on a Plaquivar France, on a Plaquivar Côte d'Ivoire. Mais de base, on va dire d'entrée de jeu, l'ambition principale, c'était l'Afrique. Ok. Voilà. Donc, du coup, il nous fallait, comme toute entreprise, déjà dans le lieu où on est, prouver ce qu'on avait déjà sur le territoire. En plus, le but, c'était vraiment d'apprendre au maximum, vraiment. Vraiment apprendre tout ce qu'on pouvait nous offrir là et vraiment de le mettre au profit de notre continent. Ok, d'accord. Donc, vous avez exercé d'abord ici, d'avoir vos premières expériences, vos premiers retours, et ensuite, avec cette expertise-là, aller montrer qu'il y a du backup pour pouvoir... Ok. Vous nous parlez un peu des projets que vous faites. C'est quel type de projet? Est-ce que c'est dans toute la chaîne du BTP? Vous êtes spécialisé dans quoi? Et ici, par exemple, en France, Plaquivar est une entreprise de rénovation complète. Donc, c'est-à-dire
tout le second œuvre qui incombe pour le carrelage, l'électricité, etc. Vraiment tout ce qui est finition. Ok. Donc en Côte d'Ivoire, on a un autre cursus qui est la construction, mais la spécialité vraiment de Plaque Ivoire, c'est vraiment le second œuvre, tout ce qui est de finition. Dans ce cursus de construction, c'était vraiment pour faciliter à notre clientèle, pour qu'il y ait une chaîne complète et pour pouvoir maîtriser vraiment la chose de A à Z et pouvoir livrer ce dont nos clients souhaitent réellement. Ok. Du coup, les marchés que vous avez plus en Côte d'Ivoire, c'est des marchés liés aux secondes œuvres, ou c'est les deux, ou c'est plus à la construction? Les marchés liés vraiment en Côte d'Ivoire, c'est les deux. C'est vraiment les deux. Mais on essaie de mettre l'accent vraiment sur le second œuvre. Donc en général, on va dire à peu près 60-70% de notre clientèle vraiment nous approche pour le second œuvre. On peut nous parler un peu de certains de vos projets que vous avez réalisés, qui ont réussi, et c'est quoi les ingrédients que vous mettez en place pour pouvoir apporter toute cette expertise-là, le suivi, voilà, jusqu'à ce que le projet aboutisse réellement. Ouais. Il y a un des projets qu'on a effectué, c'était vraiment pour une personne de la diaspora, donc qui était un projet vraiment à distance. Voilà, un bâtiment, le R+3, qu'il fallait vraiment fournir de A à Z, c'est-à-dire du gros œuvre du second œuvre, donc clé en main. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge. Dieu merci, on a pu livrer dans en respectant les délais, même si c'était un peu quand même compliqué, on va pas se mentir, parce qu'il y a une réalité aussi à prendre en compte. Ça fait partie du jeu. Donc le but, c'est vraiment de s'adapter. Comme m'a posé la question, quels sont les ingrédients vraiment essentiels qui garantissent? Moi, à mon sens, la réussite d'un chantier repose déjà sur 3 piliers fondamentaux. Donc, c'est-à-dire la préparation, la communication et la rigueur dans l'exécution. Un chantier bien préparé est un chantier qui anticipe beaucoup d'imprévus. Donc, celui-là, en gros, commence par une étude déjà technique. Il faut vraiment étudier sérieusement une planification réaliste, parce que des fois, on a tendance à être un peu dans la théorie et la réalité sur le terrain nous rattrape. Donc, il faut vraiment être le plus réaliste possible et une mobilisation des équipes en amont. Donc, c'est-à-dire chez Plaque Ivoire, nous passons du temps à clarifier chaque étape avant le lancement des travaux, etc., etc. Et après, on vient à la deuxième vague qui est la communication. Donc, ça, c'est le lien vraiment entre les acteurs. Donc, c'est-à-dire quand j'ai des acteurs, le client et les équipes techniques, les fournisseurs, les sous-traitants, parce que souvent le chantier, vous êtes amené à travailler aussi de fois avec des sous-traitants. Donc, sans communication fluide et régulière, les erreurs s'accumulent souvent. Donc, le but, c'est vraiment essayer de réguler en fait cette communication-là et que à chaque moment exactement du projet, chaque personne, chaque intervenant sait ce qu'il a à faire. Voilà. Pour la troisième, je dirais, c'est la rigueur dans les équipes. Ça, j'insiste énormément dessus, la rigueur, parce que c'est comme tout dans la vie. Moi, je parle de la base que sans discipline, on n'y arrive à rien. Donc vraiment la rigueur, ce n'est pas négociable dessus. En tout cas, et du coup, ça se matérialise comment la rigueur? C'est dans le suivi, c'est dans la transparence, dans l'accompagnement? Il y a le respect des délais, la qualité, définition, la propriété du chantier. Et c'est une discipline en fait au quotidien qui va différencier entre le travail moyen et un travail professionnel. Donc ça, c'est très important. Et il faut aussi vérifier beaucoup tout ce qui est logistique au niveau des fournisseurs. Avec certains fournisseurs sur les territoires, il y a des délais qui ne sont pas respectés. Donc là, ça amène à avoir une certaine pression avec eux. Donc être tout le temps sur le dos. Et du coup, vraiment un suivi où tu ne laisses pas des choses de dire que non, c'est anodin ou bien je les fais confiance, ils sont pros, ils vont gérer. Non, c'est toi qui dois mettre les choses en amont pour pouvoir être sûr que toutes les personnes avec lesquelles que tu travailles en partenariat fassent bien le truc. Parce que derrière, après, c'est ton entreprise qui est engagée. En fait, vous, comme vous nous disiez, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est lié aux secondes œuvres. Donc, vous allez nous parler un peu de ce que ça implique vraiment, parce que j'ai l'impression que parfois en Afrique, c'est une phase qu'on néglige. Parfois, les gens dépensent beaucoup d'argent, mais si tu vois, en fait, ils ont mis beaucoup de matériaux, ça coûte de l'argent, mais c'est pas beau. Ce que ça a été, d'une certaine manière, ça commence à changer dans certains endroits, mais il y a encore du travail à faire dessus. Donc, vous allez nous parler de l'importance des secondes œuvres et surtout du placo, c'est que c'est réellement. Et je sais que parfois vous utilisez le placo pour faire certaines corrections, apporter des modifications sur des erreurs qui ont été faites. Le second œuvre, souvent, sont en réalité le cœur de la qualité d'un bâtiment. Alors que la structure donne la solidité, mais le second œuvre apporte le confort, l'esthétique et la fonctionnalité au quotidien. On prend l'exemple placo par exemple, transformer une coque brute en un espace habitable, donc agréable et durable. Donc ça, c'est vraiment l'importance du placo. Mais c'est beaucoup sous-estimé dans le rôle en Afrique, par exemple, parce que vous allez voir que, par exemple, ici, que ce soit ici, partout dans l'Europe, ou même au Canada, en Amérique, un peu partout
partout, le placo est vraiment un élément majeur du second œuvre. Parce que non seulement il va servir à cacher les défauts, à rattraper les murs des maçons, qui ne sont pas tout le temps exceptionnels. Il va cacher les défauts du plombier, donc toutes les tuyauteries, l'électricité, et à la fois il est modulable dans le sens où il est très flexible en fait. Vous pouvez moduler votre pièce à des gens de la diaspora, des expatriés ou des architectes ou des gros projets par exemple publics qui vont vraiment connaître l'importance de ça. Dans les locaux, pour l'instant, ne savent pas réellement le rôle du placo. C'est vraiment utilisé là-bas pour aller faire des fous plafonds. Décoration, parce que le placo aussi est décoratif. Donc ça, il faut appuyer aussi l'accent dessus. Il n'est pas vraiment utilisé pour ses propriétés thermiques et acoustiques qui vraiment, selon moi, qu'on a réellement besoin. Surtout que c'est un matériel aussi qui est recyclable. Ça a un gros impact sur votre coût d'électricité aussi. Parce que derrière le placo, une fois qu'on rajoute l'isolant, qui est de la laine de verre, ça permet par exemple dans une pièce chaude de maintenir la chaleur. Donc, qui vous pousse à diminuer sur la consommation d'électricité. Pareil ici, c'est une pièce qui est froide, qui est climatisée par exemple, qui va maintenir aussi cette fraîcheur et à un moment donné, vous pouvez éteindre la climatisation et vraiment maintenir votre consommation d'électricité. Donc ça, c'est la première propriété. Et après, on a la deuxième qui est l'acoustique, c'est qui est utilisé vraiment pour les cloisons séparatives. Donc c'est-à-dire lorsque vous faites par exemple 2 pièces, 3 pièces salon, donc ça permet de ne pas entendre ce qui se passe dans nos pièces. Ces études-là, c'est fait en amont avec l'architecte du coup? C'est l'architecte qui imagine ça avant ou c'est fait après? Selon le projet que vous avez, nous on a fait une salle de fête ici, tous les secondes œuvres. Donc l'amont était vraiment sur tout ce qui était acoustique, parce que le but c'était d'éliminer en fait les décibels qui allaient être mis par rapport au son dans cette salle de fête. Donc il y a une étude en amont qui est faite, qui vous permet après de définir quel matériau vous allez utiliser. Donc, concrètement, les 3 étapes selon le projet que vous avez le bureau d'études, le cabinet d'architecture et après vous avez les intervenants comme nous, sont les professionnels que nous venons pour réaliser. Ok. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les deux en fait. Exactement. Dans les secondes œuvres, donc vous avez parlé du placo, mais il y a aussi tout ce qui est carrelage, tout ce qui est électricité, tout ça. Ça, du coup, c'est des études qui sont faites en amont par notre cabinet, du coup, ça. Donc ça, c'est vraiment spécifique à des endroits, c'est-à-dire par exemple pour des lieux publics. Là, vous êtes obligé de passer par un bureau d'études, etc. Mais par contre, si c'est un particulier ou un truc individuel, là, à ce moment-là, vous n'êtes pas au moment là, l'architecte, il est en capacité de vous fournir des informations ce dont vous avez besoin ou le professionnel qui viendra réaliser. Si c'est un projet de construction d'une personne qui est de la diaspora, les parties, par exemple, de déco intérieur, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en amont. Ah oui, ça, bien sûr. Sans qu'il y ait une étude architecturale, du coup. Non, ça, on peut le faire en amont. Et nous, ce qu'on fait pour Plaquivoire, par exemple, c'est qu'on a un service de décoration intérieure. On va l'architecte d'intérieur Plaquivoire, donc qui, lui, en un mois, on peut vous proposer certaines conceptions, et tout en étant à l'écoute du client, bien sûr. Et après, si le client aussi décide de ne pas passer par cette prestation, il peut aussi en aimant faire lui sa conception à lui et nous on l'exécute si c'est réalisable, bien sûr. Quelles sont les choses le plus souvent que vous rencontrez qui sont mal faites liées aux secondes œuvres? Pour moi, la peinture, on ne met pas n'importe quelle peinture, parce que là-bas on vous dit par exemple il y a de la peinture extérieure, et en fait il faut que ce soit une façade de base, c'est de l'enduit. C'est de l'enduit. Nous par exemple ici, on va voir ici, que ce soit en France ou partout, lorsqu'on fait des façades, c'est de l'enduit qu'on tire. C'est une matière que les façadiers utilisent, et ça pour la façade, qui vient se tirer sur le béton sous du prix, et au fur et à mesure que c'est tiré, et on le tire au moins avec 2-3 couches dessus, qui va vraiment venir protéger cette structure-là, et en même temps apporter ce côté esthétique de n'importe quelle couleur que vous voulez ou autre. Mais moi, je prends par exemple au pays, c'est vraiment de la peinture. C'est-à-dire, le peintre, il va tirer à peine du ciment, qui va mélanger, qui va tirer pour essayer de lisser cette façade-là. Il va prendre son rouleau pour venir tirer cette peinture-là dessus. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, que beaucoup de bâtiments, beaucoup de maisons, au bout de 4 mois, vous allez voir de la moisissure qui commence à s'effriter. Parce que ce n'est pas adapté à l'extérieur réellement. Ça existe des peintures adaptées à l'extérieur, mais ça coûte extrêmement cher. Maintenant, on va parler un peu de la partie
partie formation. C'est que c'est quelque Oui. chose que vous avez rencontré un peu. Des contraintes liées à certaines expertises liées au pays que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas trouvé localement. Et que parfois, vous étiez même obligé de transférer des connaissances ici en Occident pour les ramener, pour former, etc. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. On se plaint beaucoup de nos artisans, des problèmes de formation, de la qualification, des défis que vous avez rencontrés par rapport à ça. Et comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ça et comment vous le faites jusqu'à présent? Il faut être tout le temps dans une sorte de continuité de formation parce qu'en fait, là-bas, le problème, c'est vraiment un manque de formation. Dans le sens où un manque de formation et beaucoup un manque de professionnalisme parce que beaucoup, malheureusement, on a une population très jeune. Il commence à en avoir, voilà, des centres de formation de professionnels qui ouvrent, etc. Beaucoup manquent des formations d'expertise. C'est-à-dire les instructeurs même qui forment n'ont pas les bonnes bases. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas... Certes, il y a l'expérience, mais la chose la plus importante, c'est la base. Si vous apprenez quelque chose mal et que vous avez 30 ans d'expérience, et qu'une personne qui vient, qui a lui 2 ans d'expérience, mais qui a une bonne base, travaillera toujours mieux que vous. Ça, c'est très important à le comprendre. Parce que la base, en fait, c'est ce que va vous donner des habitudes. Donc, le but vraiment, c'est de vraiment mettre un accent sur nos formations. Il faut leur faire comprendre que c'est un métier qui les nourrit. Il nourrit leur famille. Trouver les personnes qui sont investies. Donc, c'est-à-dire, c'est une sélection parmi vos ouvriers que vous devez faire. On a ce qu'il faut. On a des artisans qui sont extrêmement extraordinaires. Mais il manque juste cette discipline-là. Demain, que nos confrères aussi de la diaspora, de centres qui apportent aussi le pied à l'édifice, ainsi de suite. Là, on pourra parler vraiment de développement. Et donc, quel est le domaine que vous formez le plus? Le secondaire, parce que c'est pas... Je veux dire former justement pour travailler aux normes internationaux. Donc, justement, parce que vous êtes justement diplômé DTU, donc vous connaissez un peu les standards internationaux. Du coup, c'est des formations que vous faites genre de façon régulière ou c'est au besoin? Ce qu'on fait, c'est qu'on a des suivis. Donc, c'est-à-dire des suivis... c'est à peu près 2 sections. Il y a une formation théorique et on a une formation aussi pratique sur le terrain. Dans la théorie, c'est dans un sens où apprendre les normes, par exemple, sont vraiment importantes. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est des certifications du DTU. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour le placo, comprendre que dans telle pièce, c'est des plaques hydrofuges qu'il faut mettre et comprendre que, par exemple, pour pouvoir supporter 1 tonne de votre ossature, il y a des entraxes à respecter. Peut-être tous les 60, si vous avez une plaque qui fait une longueur de 2,60, il faut les mettre tous les 52. Ça, c'est très très bien parce que vraiment, ça permet de faire ce transfert de compétences et de connaissances, quoi. Où la formation, elle est importante. On va parler un peu des défis que vous avez rencontrés dans la réalisation de vos différents travaux. Des challenges, que ce soit, je ne sais pas, liés au délai, au paiement, au retard. C'est un secteur du BTP. En gros, comme dans beaucoup de secteurs, on est confronté à plusieurs défis opérationnels majeurs. Donc, parmi les obstacles que nous rencontrons souvent, donc je citerai déjà le délai et les difficultés de paiement qui peuvent déséquilibrer la trésorerie du chantier et ralentir aussi les approvisionnements. Vous avez des personnes, en gros, qui travaillent avec vous, mais qui, eux, n'ont pas cette expertise-là, mais ils sont dans l'ambition, en gros, de peut-être détourner cette clientèle quelque part ailleurs où il y a des propositions, on va dire, pour eux meilleures, même si le travail est mal fait. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment on a souvent. Voilà. Et du coup, les paiements, c'est quoi? Ça fonctionne comment vos travaux avec le client? C'est-à-dire qu'il vous paye, vous avancez, ou tout est débloqué? C'est comment vous travaillez parfois? On met des contrats clairs et précis avec des clauses de paiement échelonnées. Ça, par exemple, ça, c'est un truc qu'on fait. Donc, ça permet de sécuriser, en gros, la trésorerie et aussi un suivi rigoureux. On essaie de mettre un suivi rigoureux dans le sens où il faut qu'il y ait une communication vraiment transparente. C'est-à-dire pour éviter les malentendus et gérer rapidement les imprévus. Ça, c'est vraiment un truc aussi qu'on essaie de mettre en place. Et on essaie aussi de sécuriser les sites sur lesquels on travaille. Donc, c'est-à-dire grâce à des équipes de surveillance ou un intervenant rigoureux du matériel, un inventaire, rigoureux du matériel, etc. Et aussi le développement de partenariats. Donc, fiable avec des fournisseurs locaux ou internationaux avec lesquels on travaille. Donc vraiment, ça, c'est afin d'assurer la qualité et la disponibilité des matériaux. Donc, vous évitez de nous donner au maximum de chances de respecter vraiment les délais. Mais aussi la flexibilité dans la gestion, le planning.
Donc, pour anticiper les aléas climat ou techniques, ces mesures combinées à une culture d'exigence ou d'adaptabilité nous permettent de limiter aussi les impacts négatifs et de garantir la réussite vraiment de nos projets. Donc, c'est vraiment sur ces abords-là qu'on met vraiment, on essaie de mettre l'accent dessus. Ok, d'accord, c'est pertinent. Les vols, c'est dans quel cas ça intervient? Ça, c'est le défi de tout entrepreneur, malheureusement, chez nous. Je sais dans n'importe quel secteur. Vous avez des conseils que vous pouvez donner, soit à des gens qui le font localement, ou bien même dans la diaspora. Conseil, par exemple, que je peux déjà lancer dans le premier temps, bien choisir son partenaire, avoir une organisation rigoureuse et ne pas travailler avec les liens familiaux. Mettez en place des systèmes de suivi, ça c'est important, régulier avec des rapports détaillés, parce qu'il faut vraiment que vous détaillez tous les rapports et aussi des preuves visuelles à l'appui. Parce que ça, c'est lequel vraiment il faut mettre l'accent dessus. Soyez clair dès le départ aussi sur les modalités de paiement et les attentes. N'hésitez pas à investir dans la formation des équipes locales. Cela garantit vraiment un meilleur contrôle de qualité. Maintenant, enfin, soyez patient et flexible. Mais avec ces précautions, déjà, vous limiterez les dégâts dans vos pays d'origine. Votre label, là, donc c'est DTU. J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Comment vous avez fait pour l'obtenir et qu'est-ce que ça implique? Quelle est l'importance du label? Qu'est-ce que ça peut différencier un professionnel labellisé par rapport à un autre? Déjà, le DTU est une certification. Vous avez une certification après comme, par exemple, le RGE, les Calibat, ça, c'est vraiment des certifications, on va dire, de label. Voilà. En gros, qui sont labellisés comme prestataire Africa, par exemple. Obtenir déjà un label prestataire Africa, c'est une véritable reconnaissance. Notre engagement en faveur de la qualité, de la transparence, du professionnalisme dans le secteur du BTP aussi en Afrique. Donc ça, c'est vraiment, j'encourage les gens à se labelliser. Par exemple, moi, je suis certifié Génération Artisan. Voilà, exactement. Donc, est-ce que déjà, pour parler de ça, en France ici, le parcours que vous avez fait pour l'obtenir, ça vous apporte plus de crédibilité par rapport à d'autres ou pas? Ah oui, bien sûr. Bon, Génération Artisan, ça, c'est une certification faite par exemple avec les fournisseurs. Donc, c'est une sorte de sélection de jeunes entrepreneurs dans le secteur qui passent, qui vérifient ces entrepreneurs, comment ils travaillent, le travail qui est fait avec les normes, etc. Et là, à ce moment-là, c'est un gage de qualité déjà vis-à-vis du client parce que Point P travaille avec tous les professionnels, travaille aussi avec tous les particuliers. Donc, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de particuliers qui construisent des maisons ici ou autres, donc ils vont aller acheter ces matériaux-là. Ils vont diriger ces personnes-là, ces clientèles-là, vers vous comme gage de confiance. Donc, automatiquement, ces personnes qui viennent vers vous, ils savent que vous êtes une certifiée là où on se fournit. Donc, c'est un gage de garantie aussi vis-à-vis d'eux. D'accord. L'objectif justement du label Prestataire Africa, c'est d'arriver à ce niveau, de telle sorte que quelqu'un qui a envie de travailler avec un professionnel en Afrique, si on te dit qu'il est labellisé Prestataire Africa, par défaut déjà, tu dois être rassuré qu'en amont, il y a certaines vérifications qui ont été faites pour pouvoir prouver certaines choses. C'est-à-dire que tu vas plus te poser la question, est-ce que le gars il est compétent? Tu vois, il y a déjà une structure, donc tu es beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Et également, pour le professionnel en question qui est labellisé, il peut utiliser ce label avec les rapports, les certifications, avec tout le process qu'il a fait, pour pouvoir même rassurer d'autres personnes, c'est-à-dire pour avoir de nouveaux marchés, de nouveaux prospects. Donc, on arrive un peu vers la fin. Donc, vous avez un peu commencé à donner des conseils et des inspirations. Peut-être qu'on va juste faire un résumé global par rapport aux conseils que vous avez donnés, les plus pertinents. Sur quelqu'un qui est dans la diaspora, qui a envie de réaliser un projet en Afrique, ou quelqu'un qui a envie de suivre votre parcours. Je dirais mon conseil serait simple et essentiel. Ne jamais sacrifier la qualité pour aller trop vite ou économiser à court terme. Comprendre que construire, c'est un investissement sur le long terme. Il faut donc choisir des partenaires fiables, exiger la transparence et être impliqué dans le suivi. La patience et la rigueur et la confiance aussi, de bonnes compétences, feront toute la différence entre un projet réussi et un cauchemar. Dès l'instant où vous êtes sincère et que vous travaillez, ça va payer. Ça a été en tout cas un grand plaisir nous de vous avoir ici. Pour toutes les personnes qui voudront rentrer en contact avec vous, vous êtes sur la plateforme Prestataire Africa. Ils pourront vous trouver dessus, vous contacter. Si vous contactez, si vous avez une demande, vous allez recevoir un mail de la demande ou des infos. Et vous, pareil, vous pouvez vous connecter sur votre espace pour avoir accès aux informations que les personnes pourraient vous demander. Mais de toute façon, on mettra aussi des infos en description de cette vidéo. Ça, les personnes qui voudront vous contacter directement le feront. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Zakaria. Merci à vous pour cette bonne fin de journée, à bientôt. Et je vous dis de même. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.